Dans le podcast de cette semaine, j'ai le plaisir d'échanger avec Sophie Gagnon, auteure canadienne et passionnée de littérature. Elle nous partage sa passion et son regard sur la lecture et ses atouts. Laisse-toi inspirer par cette dévoreuse de livres et retrouve le plaisir de la lecture dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Alors salut Sophie, Salut. merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Sophie, toi tu es enseignante de formation, tu es devenue animatrice formatrice et tu te balades constamment entre le Canada et la Belgique. Exactement. Alors, tu es une dévoreuse de livres. Je lisais sur ton site, c'est dévoreuse de livres. Alors, on va parler évidemment de la lecture, essayer de découvrir ce goût de la lecture, ce qui amène en fait ma première question, parce que en tant que prof de français, c'est vrai que moi j'entendais beaucoup, c'est dire est-ce que vous allez leur donner le goût de la lecture au fur et à mesure, etc. Ce qui était quand même une grosse responsabilité. Finalement, on entend souvent cette idée de retrouver le plaisir de lire. Est-ce que tu partages ce point de vue? Est-ce que il faut absolument aimer lire, en fait? Alors, je pense qu'on ne va pas tous aimer lire, ou en tout cas tous aimer lire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment de la difficulté à entrer dans le livre, mais parfois parce que le livre qu'on leur présente à l'école, par exemple, c'est essentiellement des romans, mais qui vont être super doués pour lire des documentaires, des essais, des livres vraiment théoriques aussi. Donc, ça peut varier nos envies, nos plaisirs en fonction de ce qu'on connaît aussi. Mais oui, je pense que c'est essentiel qu'on trouve ce goût de plaisir-là parce que la lecture demande une persévérance. Donc, pour avoir envie de poursuivre la lecture, de vraiment lui accorder du temps, faut que ça nous apporte quelque chose Ouais. à l'intérieur qui ne soit pas que la note finale de l'examen, qui n'est souvent pas suffisante pour ça. Mais je pense que en plus de donner le goût de lire, ce qui est vraiment important, c'est de donner une notion de temps et de conditions favorables, en fait, à la Mhm. lecture aussi. Oui, parce que je me disais, il y a une sorte de pression sociale. Moi, je le vois un petit peu à la maison aussi, où finalement, on veut absolument qu'ils lisent. Est-ce que finalement, le fait par la famille ou par les enseignants ou autres, de mettre cette pression-là, est-ce que finalement, on ne va pas tuer le plaisir de lire chez l'enfant? Il faut qu'il y ait une certaine autonomie, en tout cas. Mais je dirais que comme on dit là qu'il faut un village pour élever un enfant, ben, ça prend une société pour élever des lecteurs. C'est-à-dire Mhm. que la pression ne devrait pas juste être sur la famille ou sur les enseignants, mais devrait venir de partout. Moi, je dis toujours que j'aimerais qu'on parle de lecture comme on parle de foot en Belgique. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aimer le foot pour savoir où en sont les Diables Rouges dans leur classement et ce qui se passe. Je l'entends Mhm. ailleurs. On m'en parle souvent. Alors que la lecture, finalement, si j'en entends pas parler dans le quotidien, Mhm. si je le vois peu à la télévision, si je le vois peu dans les journaux, ben, ça met une pression justement sur la famille, sur les enseignants, mais j'ai pas le contexte extérieur. Donc ça aiderait déjà beaucoup. Ouais. Mais oui, il y a cette pression-là. Mais en fait, ce qu'il faut, ce à quoi il faut faire attention, je pense, c'est qu'on a tendance à dire qu'il faut d'abord bien lire. Donc, il faut bien comprendre et comprendre ce que la personne qui nous parle elle a comprise. Alors qu'il y a plusieurs façons, des fois, de comprendre des textes, d'interpréter. Donc, faudrait être ouvert à ça aussi. Puis, il y a la pression de lire les bonnes choses. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs jeunes qui vont lire, par exemple, plein de BD, plein de mangas, et les parents disent quand même, mon enfant lit pas. Mhm. Alors que oui, de la même façon que l'enfant qui va dévorer la colonne de sport dans le journal, est un lecteur. Ouais. Donc, il y a la notion de livre aussi, de lire pour certaines personnes, c'est associé à certains livres en particulier, un certain niveau. Donc, parfois, avec les adolescents, on a hâte qu'ils passent à des livres sérieux pour adultes, tu vois, pour que ça devienne vraiment quelque chose de plus complexe qu'on a dans les classiques, alors que c'est pas non plus obligé, Ouais, ouais. puis que ça peut être autre chose. Donc, oui, cette pression-là peut causer du tort quand, par exemple, dans la sphère familiale où l'enfant, l'adolescent peut se reposer, puis vraiment juste avoir du plaisir à découvrir un livre, qu'on le force à lire certaines choses, là, ça peut être plus problématique. Mhm. Ok. Il y a pas mal de pratiques pédagogiques qui sont initiées dans les écoles où on essaye de faire découvrir, tout ça. J'étais dans une école l'année dernière et ils créaient des moments de lecture, c'est-à-dire la lecture où l'enfant venait avec ce qu'il aimait lire, peu importe, ce qu'il voulait lire, comme tu le disais il y a quelques minutes, mais il y avait un espace vraiment dédié à ça. Donc pendant une demi-heure, on commençait la leçon par la lecture. Heu
toi, tu identifies des pratiques pédagogiques semblables à celles-là qui peuvent stimuler vraiment le plaisir? En fait, celle-là est la plus importante pour moi. OK. Donc, donner du temps. Vraiment du temps de qualité parce que souvent, on a des enseignants qui vont dire ben, vous lisez, mais à l'extérieur, tu vois, parce qu'en classe, on utilise le temps pour faire avancer Mmh. d'autres choses. C'est mettre beaucoup de pression sur l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a tellement d'autres stimuli possibles et le téléphone et Mmh. plein de choses qui fait que avoir du temps en classe, c'est vraiment commencer en fait un engrenage positif. C'est-à-dire que je suis certaine que pour toi aussi, Sophie, c'est le cas. Si tu es en train de rien lire, souvent, tu as peu de temps de lecture. Donc, tu dis, j'ai pas le temps de lire, Mmh. voilà, j'ai pas le temps. Ou si tu es en train de lire un livre qui t'ennuie, alors tu n'as jamais le temps de lire. Mmh. Mais si tu commences un livre et qui t'accroche vraiment et que tu as envie de savoir la suite, alors tu as plein de temps. Ouais, non, tu as totalement Parce que raison. tu vas prendre le temps, tu vas t'asseoir dans ton canapé avec ton livre le soir avant de te coucher, tu vas vouloir avancer. Alors, parce que cette histoire-là t'a vraiment accroché. Mais c'est la même chose avec les plus jeunes, Mmh. c'est-à-dire que s'ils n'ont rien à lire ou ce qu'ils lisent ne les intéresse pas, ben, c'est difficile de trouver du temps. Alors que si en classe, on leur dit, ben, tu as 30 minutes pour lire vraiment ce qui t'accroche, puis alors, bien sûr, il faut les nourrir parce qu'il faut faire en sorte qu'ils découvrent des livres qu'ils aiment. Mmh. Ça c'est super important. Mais s'ils ont en main un livre qu'ils aiment et qu'ils ont du temps de lecture, ben, après, on se rend compte que ils utilisent du temps de leur journée pour lire aussi. Donc ça, pour moi, c'est une pratique qui est vraiment hyper pertinente. C'est pour ça aussi qu'on essaie de le mettre de l'avant de plus en plus dans les écoles parce que c'est très important. Après, il y a la notion de aussi encourager le partage, c'est-à-dire qu'il faut créer une communauté. Il faut que les élèves aient l'impression que lire dans cette classe, c'est quelque chose qui est important, mais aussi qui est vu Qui comme à rassemble. la... Mmh. Ouais, qui rassemble, dans lequel je peux en parler avec les autres parce que ben, l'enfance, mais l'adolescence aussi, c'est un âge vraiment social. Puis on fait un peu comme les autres, on veut être comme les Mmh. autres et tout. Et donc, si le livre est repoussé par les autres, on a tendance à le repousser aussi. Alors que si le livre est accepté, ben, on a plus tendance à aller vers ça. Puis ça peut aussi nous aider dans la compréhension, c'est-à-dire que quand je suis face à un livre puis que j'ai de la difficulté, si quelqu'un d'autre lit le même, ben, puis que je lui en parle, ça peut m'amener plus loin, ça peut faire évoluer ma réflexion sur le livre, ça peut me donner envie d'aller voir plus loin. Donc, c'est vraiment la création d'une communauté, c'est super important. Mmh. Être ouvert aussi aux différents genres, encore là, dans les échanges, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves puissent se parler de leurs livres personnels pour donner envie d'aller découvrir ces livres-là, puis laisser la place aux amateurs de manga pour nous parler de manga, Ouais. pour nous parler de bande dessinée, pour vraiment ouvrir cette porte-là pour dire que en fait, justement, on n'a pas de barrière, qu'on peut lire de tout, puis qu'on peut avoir des grands lecteurs de documentaires qui pourraient aider mon lecteur d'un livre de Deuxième Guerre mondiale qui comprend pas certaines choses, mais l'autre peut. Donc, c'est créer ces Ouais. connexions-là qui vont faire en sorte qu'on va vraiment nourrir la communauté. C'est sûr que dans les pratiques pédagogiques importantes, ben, il y a soutenir les élèves en difficulté. Mmh. Euh, et ça va passer aussi par parler, c'est-à-dire que si je vais avec mes élèves qui ont plus de difficultés, puis que je leur parle, je les amène souvent à parler de leur lecture, puis à parler des difficultés qu'ils ont. Ça va être plus facile après pour eux. Puis, par exemple, des entretiens de lecture, au lieu de faire un examen papier, vraiment être en discussion avec l'élève, ça me permet aussi de comprendre ce que lui a compris du texte, puis comment je peux le pousser plus loin dans ses réflexions, puis l'aider parce que dans un entretien de lecture, si l'élève me donne une première réponse à une question qui me semble pas suffisante, où je me dis, il peut aller plus loin, je peux le pousser. Mmh. Alors que sur papier, quand je vais recevoir Ouais, c'est l'examen, ça. en fait, Oui, ben, tu c'est tu fini. seras. Mmh. Voilà, c'est ce qu'il a pu me donner. Donc, je pense que ça, c'est des dispositifs pédagogiques qui peuvent être intéressants aussi. De plus en plus, on parle de partenaires de lecture, donc d'avoir une référence, une personne avec laquelle, justement, tu vas échanger fréquemment à propos Mmh. de tes lectures. Ben, encore là, c'est de nouer des liens, garder le social. Et donc, pour moi, ça, c'est super positif. J'avais fait, quelques fois quand j'étais prof, des lectures guidées, donc où on lisait vraiment des parties ensemble en classe et c'est vrai que ça avait généré un petit peu ce que tu expliques, ce côté, en fait, on vit l'histoire ensemble, donc ça devenait un peu l'activité commune de tous et donc ils échangeaient, ils discutaient, ils faisaient leur hypothèse sur ce qui allait potentiellement se passer. C'est vrai que ça fonctionnait En assez fait, ça bien. crée aussi une base commune de Mmh. lecture sur laquelle on peut vraiment se raccrocher parce que je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, c'est dur, même quand on met des livres obligatoires, de se dire que tout le monde les a lus. Euh,
Ils sont beaucoup à faire plein d'autres choses plutôt que de lire Ouais. notre roman obligatoire. Et je me dis, si on a une œuvre et qu'on dit celle-là, je voudrais vraiment que tout le monde l'ait lue parce que pour moi, elle est importante, parce qu'elle apporte quelque chose, parce que... Alors, ce temps-là de lecture guidée, où on travaille ensemble, on traverse ensemble, ben, c'est vraiment créer, en fait, une communauté autour du livre et c'est vraiment donner la chance à chacun de vraiment entrer dans cette lecture-là et de vraiment la Mhm. comprendre aussi. Puis ça permet au lecteur plus en difficulté d'accéder à une lecture qui va être fluide et où la compréhension va être là aussi tout de Mhm. suite. Donc, c'est vraiment gagnant comme dispositif. Comment tu fais? Tu en as parlé de ces élèves en difficulté de lecture, c'est souvent, enfin, souvent lié, mais pas uniquement, mais on peut être confronté à un enfant qui va nous dire qu'il déteste lire. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner sans le braquer, sans devenir harcelant, à dire, Alain, il faut absolument que tu trouves du plaisir à lire. Moi, j'ai eu des élèves comme ça qui, voilà, c'était non à la lecture, qui avaient une posture assez fermée. Qu'est-ce qu'on a comme piste Ouais. pour ces élèves-là? En fait, cette posture-là vient souvent de deux choses. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais tombés sur le livre Le livre, ouais. et qu'ils aiment et probablement qu'ils sont en grande difficulté et que la lecture est associée à des échecs. Parce que c'est très égaux, c'est-à-dire que si j'ai essayé de lire, pour moi c'est compliqué, et toutes mes notes en lecture depuis le primaire, le début du primaire sont difficiles, négatives, Mhm. quelle maison ça met une pression. C'est sûr que j'aime pas lire, Mhm. et puis c'est sûr que je vais repousser la lecture au lieu de me dire je vais le faire. J'ai déjà eu un élève, j'étais dans une classe, puis son enseignant lui a remis une copie, et puis l'élève a vu le résultat, puis il a dit je savais que j'aurais pas dû le lire. Et ça m'a fait un choc parce que je me disais, attends, cet élève-là a donc vraiment lu le livre, Mhm. déjà, C'est ça. et il est en échec, et donc il se dit, en fait, ça sert à rien de le lire, C'est parce que ça. de toute façon, je ne réussis pas. Donc, je repousse, toi. Pour moi, il y a dans le j'aime vraiment pas lire, il y a ça. Mhm. C'est-à-dire qu'il va falloir déconstruire ce rapport-là. C'est-à-dire que il faut lui donner du temps de lecture, puis il faut lui donner du, des œuvres vers lesquelles, justement, il ne pourra pas être en échec. Mhm. Ça, tu vas lire, tu vas avoir du temps de lecture, mais personne ne va te poser de questions. C'est vraiment pour que tu apprivoises quelque chose. Puis après, il faut aller voir justement c'est quoi ces difficultés. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui c'est vraiment lourd cognitivement la lecture. Mhm. Et puis, moi, je dis toujours, il faut aller lire, par exemple, s'il y a une langue avec laquelle que tu comprends bien, mais avec laquelle tu n'es pas nécessairement complètement fluide et bilingue. Moi, je fais ça en anglais parfois. Aller lire des livres en anglais, pour moi, c'est vraiment plus dur cognitivement que de lire des livres en français. Mhm. Je me fatigue vraiment plus vite. Et je me rends compte de ce que ça fait aussi. Quelqu'un qui est en difficulté de lecture, qui doit constamment faire des liens dans sa tête à chaque phrase et tout. Et donc, ça fait en sorte que ces élèves-là, ben, souvent, voilà, peuvent avoir, Ouais. c'est plus lourd cognitivement, donc essayer de leur donner quelque chose qui est plus léger. Il y a aussi, voilà, j'ai toujours envie de faire autre chose. J'ai de la difficulté. Là, il y a la difficulté attentionnelle aussi, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ne sont pas habitués d'avoir ce temps-là vraiment posé parce qu'on se rend compte de plus en plus dans le monde aujourd'hui qu'avec les écrans, en fait, notre attention, elle est fragmentée. Mhm. Et la lecture, en fait, ça demande de vraiment s'immerger. Ben, peut-être que pour lui, 30 minutes de lecture, c'est très long. Ouais. Puis on Ouais, peut tout à commencer fait. par le cours. Donc, vraiment pour entraîner notre cerveau, de la même façon qu'on ne va pas commencer à courir un marathon demain matin, mais on va faire des petites bouchées avec la lecture aussi. Puis il y a des élèves qui ont de la difficulté vraiment à comprendre ce qui se passe. Donc, ils ont vraiment des troubles au niveau de la compréhension. Mais c'est aller travailler là-dessus aussi. Puis justement, essayer de comprendre d'où vient la difficulté. Parce que derrière le j'aime pas lire du tout, Oui, il y a quelque chose qu'il cache des faut. Ouais. fragilités. Mhm. C'est sûr Tout à qu'il y a des fait. fragilités. Mhm. Donc, oui, parfois, il faut juste trouver le bon livre. Puis des fois, le bon livre, c'est pas un roman, justement. C'est un truc théorique sur la mécanique précise où là, il va se rendre compte qu'en fait, cette lecture-là, ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Ben, c'est ça. En fait, Puis, parce que, en fait, par exemple, il y a des élèves qui, puis on le sait maintenant avec le cerveau, là, qui arriveront jamais à imaginer. Je ne sais pas, toi, Sophie, quand Mhm. tu lis, si tu arrives à visualiser l'histoire, à l'imaginer, si elle prend vie dans ta tête. Mhm. Bah oui. Moi, c'est le cas. Mhm. Ça fait que j'aime vraiment ça parce que j'entre dans les univers différents. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser. Puis c'est pas comme force-toi, ça ne fonctionnera Mhm. pas. Donc, avec ceux-là, par exemple, on peut travailler sur autre chose. Par exemple, voir un film avant de voir le livre, Mhm. de lire le livre, ça va faire en sorte que là, ils ont déjà Ils ont déjà cette créé image des images. peuvent Mhm. Ouais. rattacher.
Donc, ça peut être lié à plein de choses. Mais ceux-là, par exemple, lire des documentaires ou des essais, ça va être plus facile parce qu'on leur demande pas d'imaginer, Mhm. de créer un univers qui va être différent. Donc, faut trouver ce qui va aller avec chacun, je pense. OK. Alors tu l'as mentionné, tu as parlé des écrans. Est-ce que c'est l'ennemi numéro un du livre aujourd'hui? Parce que je discutais avec une auteure là il y a quelques jours et elle me disait, on imagine une société où il y aurait plus de livres, où finalement l'écran, les intelligences artificielles, enfin voilà, on va remplacer le livre par tout ça. Et elle me disait: «Moi ça me fait peur» et je me dis: «Bah moi aussi en fait». C'est l'ennemi numéro un pour toi? Ouais, je dis pas que c'est l'ennemi numéro un. En fait, je pense que ça peut être un allié Mmh. à certains moments. C'est-à-dire que les écrans vont faire en sorte, là, tu sais, on a une montée, il y a toute une dynamique autour de la dark romance dont tu as peut-être Mmh. entendu Ouais. parler dans la dernière année. Mais le fait qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes adolescentes et de jeunes femmes qui lisent la dark romance, ben, tout ça est né d'une trend sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ces livres-là sont mis à être vraiment poussés sur les réseaux sociaux, qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont parlé et que là, il y a une communauté qui s'est créée, ça fait lire. Et moi, j'ai vu des ados qui lisaient pas ou qui lisaient très peu tomber Mmh. dans des briques et puis vraiment s'y mettre à fond et puis trouver ce qu'ils aimaient et tout. Donc, et ça serait pas arrivé là après. Il y a plein de choses à dire sur la dark romance, c'est un autre sujet complètement, mais ça a fait découvrir un certain plaisir à certains Mmh. lecteurs et lectrices. Donc, je pense que ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que quand il y a une poussée par les réseaux ou telle chose, on en entend beaucoup parler, encore là, on revient Ouais, au c'est ça. village depuis entendre parler des choses, ben, ça peut être vraiment très utile. Donc, il y a une communauté autour des booktubers, des... de TikTok, BookTok aussi, Mmh. Bookstagram. Et donc, je pense que ça fait aussi en sorte que, je veux dire, il y a des gens qui gagnent leur vie à parler livres sur Internet. Mmh. Ça, Ouais, ça ouais. fait Ouais, aussi tout en à sorte fait. que tu dis, ah, mais attends, ça existe, c'est pas juste les jeux vidéo qui peuvent être bien. Donc, ça ouvre des portes très bien. Après, nécessairement, les écrans prennent du temps. Mmh. Euh, et ça fait en sorte aussi qu'on a l'attention fragmentée. Avec le principe du scroll où il y a de la dopamine qui entre constamment à chaque vidéo, ben, ça fait en sorte que d'être devant un livre où, en effet, ça prend de la persévérance, puis Ouais. la dopamine va peut-être arriver vers la fin, ben, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et c'est pourquoi, pour moi, le temps de qualité est important en classe, de donner vraiment du temps de lecture pour que le cerveau puisse se poser, Ouais. puis que ce soit un truc ritualisé, c'est-à-dire à chaque début de période, tu sais que tu vas avoir 15 minutes. Mmh. Quand tu arrives, tu le sais, et pas parce que des fois, on se dit, ah, il me reste 15 minutes à la fin, Ouais, vous avez le vous temps avez pour lire. mmh. Ouais, mais là, personne n'est prêt mentalement à le Mmh. faire. On a des grands lecteurs qui vont être ravis. Mais mon lecteur en difficulté va pas être placé dans cet état d'esprit-là de oh, OK, qu'est-ce qui est, tu vois? Là, c'est un peu du temps perdu pour moi, alors que quand c'est ritualisé, le Ouais. cerveau finit par s'habituer et dire oui, on a ça. Mais de la même façon, à la maison, ben, moi, j'ai deux ados à la maison, puis le soir, en fait, le téléphone coupe à une heure précise. Puis après, ben, dans les chambres, c'est des livres. Mmh. Mais et c'est offrir du temps et c'est encourager cette espèce de rituel-là de tous les jours, tu sais, accompagné d'un livre à un moment dans ta Mmh. journée. Puis là, pour certains, c'est le soir, pour d'autres, c'est le matin. Ouais. Il y en a que ça fonctionne de dire: «Tu peux rester au lit, 15 minutes de plus, mais tu as un livre». Ah ça, c'est cool. OK, d'accord. Parce qu'il y en a qui sont plus ouverts le matin, mais c'est vraiment trouver des moments, en fait, où on va faire en sorte que, on va quand même garder cette persévérance-là parce que en effet, au niveau de la concentration et la fragmentation de l'attention, c'est sûr que les écrans font quelque chose, ont un Mmh. impact sur nous. Moi-même, je le vois par rapport à moi et mon temps de lecture maintenant et ma concentration pendant la lecture, alors que je suis une grande lectrice. Ouais. Donc je peux imaginer ce que ça peut faire à quelqu'un qui est moins habile aussi. Mmh. OK. Alors, pour notre audience d'enseignants, mais aussi de parents, ce serait quoi pour toi le conseil, si tu devais donner une seule chose à faire, en tout cas dès demain, pour essayer d'éveiller un petit peu ce goût de la lecture? Ce serait quoi ton conseil? Le conseil, il serait différent Aux parce que c'est parents pas ou la aux même approche. enseignants? Ouais. Oui, c'est ça. Pour les enseignants, moi, ce qui fonctionne le plus, c'est laisser les élèves ranger la bibliothèque de classe. D'abord, il faut avoir des livres en classe, là, ce qu'on n'a pas tous, Mmh. mais ou en tout cas, avoir un chariot, avoir des livres. Puis, mais on fait ça avec des profs de primaire aussi, c'est tout vider et puis laisser les élèves les ranger parce que la bibliothèque devient la leur. Mmh.
et ils sont en contact avec les livres, ils voient ce qu'il y a dans la bibliothèque, ils vont pouvoir poser des questions et tourner autour de ça. Pour moi, c'est une des activités de début d'année qui fait souvent en sorte que la bibliothèque va vivre davantage OK. que juste dire, il y a une bibliothèque, vous pouvez y aller. Oui, mais non, Mmh. pas nécessaire. Et puis pour les parents, c'est de laisser traîner des livres à des endroits stratégiques où les téléphones ne sont pas nécessairement, mais être attentif à justement s'il y a un livre à la mode ou s'il y a une série télé à la mode. Des fois, on fait ah, mais si t'aimes la série télé, il y a un livre associé. Ben, c'est de trouver des moments puis laisser ces livres-là traîner juste pour éveiller la curiosité puis pouvoir amener l'enfant vers ça sans obligation nécessairement. Mais s'assurer que le livre, il est prêt. Mmh. Puis dire, ah ben là, t'as pas ton téléphone maintenant parce que pour telle et telle raison, mais ah, ben il y a ce livre-là qui peut-être peut t'intéresser, mais alors avoir des livres qui sont en lien avec la passion. Si la passion, c'est le foot, ben une Ouais, c'est encyclopédie ça. sur le foot, un roman qui parle de foot, mais vraiment aller avec l'intérêt du jeune, pas nous, ce qu'on voudrait qu'il lise, Oui, mais c'est aller ça. avec son intérêt, puis Mmh. trouver des livres en lien. OK, super. Sophie, un Pour ça, les libraires immense, sont d'excellents conseils. tu dis? Et pour ça, les libraires sont Ah oui, d'excellents oui, oui. conseils parce que des fois, on ne sait pas toujours quoi laisser traîner nous-mêmes. Mmh. Tout à fait. Un tout, tout grand merci Sophie pour tous ces bons conseils et tout ton regard en tout cas sur la lecture. Donc toi, tu donnes des formations ici en Belgique, tu animes aussi des choses en Belgique, des ateliers. Oui, avec des Peut-être élèves. nous dire un petit mot là-dessus? Ben, ça m'arrive de rencontrer des enseignants, des bibliothécaires pour leur parler justement de l'approche du livre, des dispositifs pédagogiques, de ce qu'on peut faire pour aller vraiment rejoindre les jeunes, que ce soit l'enfance ou l'adolescence. Puis j'anime des ateliers avec des ados en secondaire ou alors je débarque avec plein de livres, puis je leur raconte selon les livres, selon ce qui les intéresse. Donc on parle des préjugés littéraires, puis on s'intéresse vraiment à ce qui existe, ce qu'ils peuvent trouver. Puis souvent, en fait, ils font des découvertes inattendues parce qu'il y a des trucs qu'ils ne savaient même pas que ça pouvait exister ou ce genre-là, ou aller vers des trucs qui peuvent vraiment leur plaire. Donc, c'est leur faire découvrir le plus de livres possible. OK, super chouette et je pense que tu es auteur toi-même puisque tu as écrit? Oui, ben, j'écris des livres pédagogiques pour les profs, et puis, mais alors seulement au Québec, ils ne sont pas distribués en Belgique, OK. mais j'écris aussi des romans pour les ados. Eh bien, génial. Un site internet, un endroit où on peut retrouver, toutes les infos te concernant? Oui, en fait, si vous cherchez Sophie Lissa, à la fois sur internet, c'est-à-dire que j'ai un site internet où j'ai plus de 3250 recensions de romans, OK. avec des critiques, complètes sur chacun, donc vraiment, trouver chaussure à son pied. Chaque saison d'ailleurs, on publie une carte de métro littéraire où on fait la recension de tout ce qui sort pour les ados. On les classe par genre, par niveau de lecture, puis on a accès aux résumés, aux couvertures, donc c'est une façon de voir ce qui existe. Et sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Sophie Lissa. Sophie Lissa, OK. Eh bien, on retient en tout cas, donc le site internet et puis les réseaux sociaux. Un tout, tout grand merci Sophie et à Merci à très toi. bientôt. Ce podcast a été enregistré en collaboration avec les éditions Plantin.